Le président, Monsieur Tolemir et Maître Gaïch, veuillez nous dire si les interprètes et la cénotépiste ont chacune reçu un exemplaire de vos arguments, de vos écritures. Monsieur Tolemir hoche la tête ainsi que Maître Gaïch. Sachez qu'il est impossible de suivre à cette vitesse et c'est dans votre intérêt car si vous perdez des phrases qui sont importantes, dans ce cas, cela n'est pas dans votre intérêt. Donc il faut vraiment lire lentement. Veuillez poursuivre, Monsieur Tolemir. Merci, Monsieur le Président. Il m'est resté une phrase dans le paragraphe précédent, à savoir que l'opération Kriva 95 était motivée uniquement par des raisons uniquement légales et légitimes, à titre militaire. La Republika Srpska avait le droit de lancer une attaque contre l'armée de Bosnie-Herzégovine dans les enclaves de Srebrenica et Jepa, partant de l'article 60 du protocole numéro 1 des conventions de Genève. En effet, en raison de violations fréquentes et sérieuses de l'accord relatif à la démilitarisation qui englobait les attaques depuis l'enclave à grande échelle, la VRS avait été exonérée de ses obligations pour ce qui était de traiter la zone en tant que zone démilitarisée, et elle avait le droit de l'attaquer. Les raisons de l'attaque sur Srebrenica, ainsi que les objectifs de l'attaque, se trouvent être clairement exposés dans la pièce à conviction P1202. Ordre relatif aux activités de combat donné par l'ex-commandant du corps de la Drina, le général Jivanovic, et on donne pour motif des activités de combat, je cite, « Nous estimons que l'ennemi, dans la période à venir, s'agissant de la zone de responsabilité du corps de la Drina, procédera à une intensification des activités offensives en mettant l'accent sur l'axe Tuzla-Zvornik et Kladagne-Vlasenica, en faisant intervenir en même temps les effectifs de la 28e division d'infanterie depuis les enclaves de Srebrenica et Jepa pour couper la zone de responsabilité du corps de la Drina et procéder à une jonction des enclaves avec la partie centrale du territoire de l'ex-Bosnie-Herzégovine tenue par les forces musulmanes. Au fil des quelques dernières journées, les effectifs musulmans se trouvent être particulièrement actifs depuis le territoire des enclaves de Jepa et Srebrenica. Ils font faire des intrusions par des groupes de terrorisme et de sabotage qui s'attaquent à des villages non protégés, les incendient, tuent des habitants dans la population civile et font sortir de petites unités des enclaves de Jepa et Srebrenica. Ce qui est particulièrement persistant, c'est l'intention de joindre les enclaves et de créer un corridor en direction de Kladagne, d'après ce qu'il a été appris des plans des musulmans. Il est bon nombre d'éléments de preuve qui montrent que empêcher la jonction des enclaves avec la partie centrale du territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine avait été le seul et principal objectif poursuivi par l'opération Kriveia 1995. Parmi ces objectifs, il convient de citer une pièce à conviction qui est la pièce P2369, un document de l'armée de Bosnie-Herzégovine daté du 9 novembre 1994, qui, s'agissant du commandant du 8e groupe opérationnel à Srebrenica, à savoir Nasser Oric, a été envoyé par le général de brigade Enver Hadjihasanovic depuis le commandement suprême des forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine et où il est présenté de façon détaillée un plan relatif à la réalisation des idées définies comme suit. Je cite. Procéder par des activités de combat actives à la libération de parties temporairement occupées du territoire de la Bosnie-Herzégovine,
au niveau des municipalités de Bratunac, Vlasenica, Chekovici, Zvornik et Kalassia pour procéder à la jonction des territoires libérés de Jepa et Srebrenica avec les territoires libres de Zvornik, Kalassia et Živinica. Et ce, dans l'objectif de créer un corridor libéré permanent pour l'approvisionnement de la population et pour sécuriser de façon logistique les unités de l'armée de Bosnie-Herzégovine et servir de base de départ pour la libération de la Bosnie du Nord-Est en quantité. Ce plan était connu de la VRS tant par la VRS que par la FORPRONU, ce que j'interprète. Ce qui se trouve est expliqué dans le mémoire en clôture de la défense au paragraphe 414 à 419. L'objectif était celui de mettre en échec militairement l'armée de Bosnie-Herzégovine pour empêcher que les enclaves ne soient jointes avec la partie centrale du territoire de Bosnie-Herzégovine, et cela est bien montré par les négociations que le général Mladic avait eues avec le général Smith. En effet, dans la déclaration fournie au bureau du procureur, et je précise qu'il s'agit des pièces à conviction D193, page 9, le général Smith mentionne la réunion qu'il avait eue avec le général Mladic et où le général Mladic lui a expliqué, je cite, lui a expliqué qu'il s'attendait à une attaque bosnienne depuis les enclaves de l'Est, auquel cas il s'attaquerait aux enclaves pour détruire l'armée de Bosnie-Herzégovine. Mais pour respecter les limites des zones de sécurité, sans pour autant recourir à l'interprétation qu'en font les Nations Unies. Et Smith conclut, à la fin de cette série de réunions, je suis arrivé à la conclusion, disant que les Serbes de Bosnie ont constaté que les combats à l'avenir étaient inévitables et qu'il se devait d'aboutir à une sorte de solution dans le courant de l'année même. Les enclaves de l'Est se trouvaient être par trop fortes, et l'armée de Bosnie-Herzégovine en leur sein constituait une menace claire, en particulier du fait que l'armée des Serbes de Bosnie sentait bien qu'il y avait de fortes chances d'avoir à faire face à des attaques sur plusieurs fronts. Fin de citation. Tout ce qui se produisait à l'intérieur des enclaves et autour des enclaves est la conséquence unique du manque de volonté complet de la FORPRONU de se conformer à l'accord de démilitarisation datant de 1993 et accord de cessation des hostilités qui a été adopté et versé au dossier comme pièce à conviction P1011, où l'article 6 dit bien que les parties ont pris sur soi l'obligation de se conformer instantanément et à part entière à cet accord de démilitarisation de Srebrenica et Jepa conclu le 24 mai 1993. Hélas, plutôt que d'avoir une cessation générale des hostilités et une démilitarisation de l'enclave, l'armée de Bosnie-Herzégovine à Srebrenica et Jepa n'a cessé de s'armer et de se réorganiser pour procéder à une opération de jonction des enclaves avec la partie centrale de Bosnie-Herzégovine. Aux côtés des représentants de la VRS, de l'armée de Bosnie-Herzégovine et des Croates, l'accord a été signé en guise de témoin pour garantir l'obligation d'exécuter les obligations qui en découlaient par la FORPRONU, à savoir le général. Président, Monsieur Tolimir, veuillez marquer une pause et attendre. Les interprètes n'avaient pas terminé l'interprétation de la phrase précédente. Vous devriez de temps en temps regarder le compte-rendu
d'audience pour voir si le compte-rendu d'audience se poursuit. Donc, soyez très attentifs. Et les derniers termes qui ont été consignés au compte-rendu d'audience sont les suivants: les représentants de la Fort Prenu, à savoir le général Michael. Et ensuite, ceci s'est arrêté. Veuillez poursuivre. Alors, je disais, le général Michael Rose et Yasushi Akashi. Le dit accord contraignait la Fort Prenu, y compris les généraux Smith et Nicolai, ainsi que le bataillon hollandais. Plutôt que de se conformer à l'accord relatif à cette cessation générale des hostilités, la Republika Srpska s'est trouvée exposée à de fortes sanctions, alors que l'armée de Bosnie-Herzégovine, contrairement aux interdictions d'importation d'armes, s'armait, se réorganisait et lançait des activités offensives dans le cadre de ce qu'ils ont convenu d'appeler l'offensive de printemps. Ces activités intenses en matière de sabotage et de terrorisme depuis l'enclave se trouvent être documentées, entre autres, par les pièces à conviction suivantes: D1, D16, D52, D53, D62 et D76. Dans la pièce à conviction D238, à savoir, dans cette information liée au renseignement datée du 26 juin 1995, en page 2, il est dit: les forces musulmanes, entre parenthèses la 28e division, entre le 25 et le 26 juin de cette année, ont lancé des activités offensives à partir des enclaves de Srebrenica et Jepa par l'infiltration de plusieurs groupes de sabotage et de terrorisme sur nos territoires. À Srebrenica, ils ont bloqué la Fort Prenu en l'accusant de ne pas avoir protégé ce qu'il était convenu d'appeler la zone démilitarisée. Il n'est même pas exclu que des parties de la Fort Prenu aient été désarmées. L'objectif de ces activités visait à lier nos effectifs et à créer des conditions avantageuses pour des opérations du 24, des opérations de la 24e et de la 26e division depuis Kalesia, Živinice et Kladaň. Et même le témoin de l'accusation, M. Momir Nikolic, dans ce prétoire même, aux pages 12 565 et 12 566, a confirmé les propos qu'il a tenus auprès de l'Institut néerlandais chargé de la documentation de guerre. La déclaration en question, c'est le D206, où il est dit ce qui suit. Je cite. L'exode de l'enclave a surpris la VRS. Il pensait qu'Oric était parti pour Tuzla, pour constituer depuis là-bas un corridor vers Srebrenica, pour essayer d'opérer une percée depuis les deux territoires. D'après ce scénario, le deuxième corps d'armée partirait de Černiver et par un corridor ainsi constitué, les musulmans auraient nettoyé le reste du territoire en direction de la Drina et auraient nettoyé ce territoire de l'ensemble des Serbes. D'après les informations entre les mains de la VRS, ce plan était censé être traduit dans les faits entre le 20 et le 25 juillet 1995. C'est la raison pour laquelle Oric ainsi que d'autres officiers avaient quitté l'enclave. La partie musulmane n'a pas déployé d'efforts particuliers afin de cacher ce plan portant sur la création d'un corridor. C'est à l'opposé, en fait, qu'ils ont cherché à faire peur à la population serbe en divulguant l'existence de ce plan. Le nettoyage de la vallée devait revenir à 20 000
en fait, devait devenir la tâche de 20 000 militaires musulmans. Pendant qu'il était présent à la Fort-Prenu, on dit que Orich aurait affirmé qu'il était le seul d'organiser la mobilisation d'entre 10 000 et 15 000 militaires pour les enrôler dans les rangs de la 28e division. C'était suffisant pour que le rapport sur la constitution du corridor soit pris au sérieux, voire même la population de l'enclave était peut-être informée de cette percée qui était prévue. Et pendant les derniers mois, dans l'enclave, on voyait arriver de grandes quantités de munitions ainsi que de médicaments. Et on a vu arriver également des médecins. Et en juin 1995, la circulation entre Jepa et Srebrenica est devenue très intense. Tous les jours, on voyait circuler une cinquantaine de chevaux entre les deux enclaves. Et compte tenu de cette évolution de la situation, la VRS a demandé une réunion avec les musulmans. Et ce, dans le bureau de Karemas. Cependant, Karemas n'a pas réussi à convoquer les musulmans. Et je viens de donner lecture du paragraphe 41. Cette preuve, ainsi que bien d'autres, nous démontre clairement pourquoi l'opération Krivaya a eu lieu. Au paragraphe 889 de son mémoire en clôture, l'accusation avance que Tolimir aurait contribué à l'entreprise criminelle commune parce que il aurait fourni de manière régulière des rapports du renseignement sur Srebrenica et Jepa afin de fournir un appui aux attaques qui devaient avoir lieu. Premièrement, fournir du renseignement aux commandants et à d'autres unités et d'autres instances ne constitue pas quelque chose qui se produit uniquement en mars et pendant la période allant de mars à juillet 95, mais c'est quelque chose que Tolimir a fait pendant toute la guerre. Et dans les preuves, on trouve des centaines de rapports de ce type-là. En fournissant ce type de rapport, Tolimir n'a fait qu'exécuter son devoir qui relevait de son poste de commandant adjoint chargé de la sécurité du renseignement. Et comme on a pu le voir, ces rapports étaient exacts. Et si Tolimir, en sachant que les musulmans préparaient des attaques afin d'opérer cette jonction entre les enclaves et la partie centrale du territoire entre les mains de la BIH, si il l'a fait, eh bien Tolimir n'a contribué à aucune entreprise criminelle. Il s'agissait simplement de rassembler du renseignement sur l'ennemi, sur la BIH, qui, pendant toute la guerre, s'était trouvé sous la protection de la Fort-Prenu et des forces de l'OTAN. Et ces dernières ont été en fait utilisées pour défendre les intérêts de l'ABIH, des forces armées croates, pour mener à bien des opérations conjointes. Et on a également fait appel à des forces d'intervention rapide de l'OTAN pour lancer une agression conjointe contre la Republika Srpska vers la fin de la guerre. Donc l'attaque même sur Srebrenica n'était pas une attaque sur la population civile. Nous avons pu voir des extraits vidéo, la vidéo de Srebrenica en particulier, et nous avons vu qu'au centre même de Srebrenica, le 11 juillet, la population se trouve toujours dans leurs appartements. Et que très près, en fait, on cherche à provoquer des tirs de la part de la VRS par des obus qui sont tirés sans arrêt depuis la station d'essence, qui se trouvait très près de la compagnie Bravo du bataillon néerlandais, qui regorgeait de réfugiés à ce moment-là. L'objectif de cette attaque n'était pas la population civile. Et pour étayer cela,
Je cite le fait que vient de M. Kingori, qui est venu déposer ici et qui a dit qu'il y a eu un nombre très faible de victimes, que c'était surprenant à quel point le nombre de victimes était faible. Page 5571 du compte-rendu d'audience. Srebrenica même était pleine de cibles militaires, vu que les résidences particulières, tous les logements, bâtiments publics, le bâtiment des PTT ainsi que d'autres bâtiments de la ville étaient utilisés pour les besoins des unités armées, c'est-à-dire de l'ABIH. Et je cite pour étayer cela, la preuve P957, pièce à conviction de l'accusation, document du 22 février 1995, qui fournit des éléments d'information sur les bâtiments utilisés par l'armée de Bosnie-Herzégovine. Je répète, je n'ai peut-être pas bien prononcé la cote. Il s'agit d'une pièce de l'accusation, pièce P957. Parfait, merci. L'opération Krivaya 95, pas plus que l'attaque sur Srebrenica, n'était pas dirigée contre la population civile. Et nous avons toute une série de documents qui nous le démontrent. Parmi ces documents, nous en avons également un certain nombre qui émanent de Zdravko Tolimir. Alors, comment Tolimir a-t-il agi eu égard à la protection de la Fort Pronu et à la protection de la population civile? À titre d'exemple, plusieurs documents. Premièrement, pièce D85. C'est une correspondance qui vient de Tolimir et qu'il envoie au général Krstić en date du 9 juillet 1995. Et entre autres, le document se lit comme suit. Je cite. « Attachez-vous tout particulièrement à protéger les membres de la Fort Pronu et la population civile. » Fin de citation. La pièce à conviction D41 nous montre clairement également quelle a été l'attitude adoptée vis-à-vis de la population civile de Srebrenica. Une correspondance du 9 juillet 1995 envoyée par Tolimir aux généraux Gvero et Krstić. On y trouve, entre autres, et je cite, « Conformément à l'ordre du président de la République serbska, donner l'ordre à l'ensemble des unités participant aux activités de combat dans les environs de Srebrenica de protéger au maximum et d'assurer au maximum la sécurité de l'ensemble des membres de la Fort Pronu ainsi que de la population civile musulmane. À l'attention des unités subordonnées, donner l'ordre d'éviter de détruire des cibles civiles, à moins d'y être contraint par une forte résistance opposée par l'ennemi. Interdisez tout incendie de bâtiments résidentiels et vis-à-vis de la population civile et des prisonniers de guerre, comportez-vous conformément aux conventions de Genève du 12 août 1949. Fin de citation. En d'autres termes, il s'ensuit des pièces à conviction versées au dossier de l'affaire que Tolimir ne peut pas se voir attribuer l'intention d'attaquer la population civile. Tolimir n'a pas donné d'ordre pendant que les opérations de combat étaient en cours. Et d'ailleurs, il ne se trouvait pas sur le territoire de Srebrenica. Le commandant de l'opération engage les forces et les moyens faisant partie de l'opération qu'il commande. Et pendant l'opération elle-même,
afin que l'unicité du commandement soit respectée, tous se voient subordonnés en commandant l'opération. Depuis le début de l'attaque, les positions occupées par la Fort Pronu ont constitué une menace aux attaques aériennes qui devaient prendre pour cible les positions de la VRS autour de l'enclave. À partir du moment où l'autorisation n'a pas été donnée, parce que on n'avait pas attaqué la Fort Pronu et parce qu'il n'y avait pas eu d'attaque lancée contre la population civile, alors ces attaques devaient être provoquées par des ordres verts, comme on les a appelés, qui ont été donnés, c'est-à-dire des ordres autorisant l'emploi de la force armée contre la VRS. Les positions... Monsieur Tolimir, les interprètes vous demandent de recommencer la lecture de cette phrase parce qu'ils n'ont pas tout pu traduire. Les positions de blocage et l'ordre vert, à en juger d'après les pièces qui ont été présentées en l'espèce, et d'ailleurs le procureur cite cela dans son paragraphe 289 du mémoire en clôture, ont été organisées dans la soirée du 9 juillet 1995. Cependant, l'état-major principal de la VRS n'a jamais donné ne serait-ce qu'un seul ordre demandant d'agir contre la Fort Pronu. En revanche, l'état-major principal de la VRS a donné l'ordre de ne pas lancer d'action contre la Fort Pronu ou contre la population civile. D'ailleurs, nous avons pour preuve la pièce D69, une correspondance urgente adressée par Milenko Jivanovic au poste de commandement avancé du corps de la Drina basé à Pribicevac, au général Krstić en personne et à l'état-major principal de la VRS à Zdravko Tolimir en personne pour information. Et il se lit dans cette correspondance. Je cite, l'état-major a ordonné de ne pas lancer d'action contre la Fort Pronu et d'empêcher toute éventuelle surprise ainsi que toute intention de la part des musulmans de relier Srebrenica et Jepa. En vous souhaitant beaucoup de chance dans les opérations de guerre, salutations de la part du général Tolimir. Pendant cette affaire, des preuves ont été présentées sur les obstructions qui auraient été déployées par le bataillon néerlandais le 9 juillet 1995. Le procureur, dans son paragraphe 292 du mémoire en clôture, avance, et je cite, « La défense affirme que ces positions d'obstruction avaient pour objectif de provoquer la VRS pour qu'elle ouvre le feu contre les membres des forces de paix. Mais cette affirmation n'a absolument aucun sens, compte tenu du fait que les membres des forces de paix et la population civile étaient exposés aux tirs depuis longtemps et la VRS n'avait plus à faire quoi que ce soit de plus pour provoquer des tirs. Pour preuve, la pièce D69, où l'on voit que l'état-major principal de la VRS a donné l'ordre de ne pas lancer d'action contre la Fort Pronu.
Et lorsque l'on avance qu'on souhaitait provoquer des tirs de la VRS sur des positions de la force protue pour provoquer une intervention aérienne, eh bien, ce n'est pas une thèse qu'avance la défense ici. C'est simplement un fait qui se fonde sur les preuves présentées en l'espèce. Ce que l'accusation avance contredit le témoignage du procureur général Nicolai, contredit également ce que Van Duyn a dit devant la commission du Parlement néerlandais. Le général Nicolai, dans sa déclaration donnée au procureur, il s'agit de la pièce D70, page 10, déclare comme suit. Pendant la journée du dimanche 9, la VRS a poursuivi son attaque et il est devenu évident qu'ils n'attaquaient pas seulement la partie sud de l'enclave, mais qu'ils attaquaient également en direction de la ville de Srebrenica. Cela a provoqué des consultations entre l'état-major basé à Sarajevo et celui de Zagreb. La question principale abordée pendant ces consultations était de savoir sous quelles conditions devaient être réunies pour que l'on autorise un recours à la force aérienne. Zagreb a fait savoir très clairement que le général Janvier ne souhaitait pas recourir à cet instrument, un instrument de dernière instance, qui ne souhaitait pas y recourir avant que le bataillon néerlandais n'ait ouvert le feu. Il souhaitait que l'on prenne des mesures avant de lancer une attaque aérienne. En résultat de ces consultations, nous avons donné l'ordre au bataillon néerlandais de se déployer sur des positions de blocage au sud de la ville de Srebrenica, de telle sorte que si la VRS attaquait la ville, cela ne constituerait pas simplement une attaque contre la population civile, mais en même temps une attaque contre les unités de la force protue. Et c'est de cette manière-là que toutes les conditions auraient été réunies pour recourir à la force aérienne. Et le bataillon néerlandais a exécuté cet ordre. Fin de citation. En conséquence, les positions de blocage ont été prévues avec pour l'objectif de réunir les conditions permettant de bombarder les positions de la VRS. Si l'ordre vert avait été émis, eh bien, le fait, selon l'interprète, que cet ordre a été émis, eh bien, c'est quelque chose qui a été corroboré par de multiples moyens de preuve en l'espèce. Par exemple, le témoin Franken, il dit en émettant l'ordre vert, nous étions en combat avec la VRS. La VRS constituait pour nous une cible. En réalité, le contraire est exact et c'est une proposition réaliste. À la page 3484, on dit que par l'émission de l'ordre vert, le mandat du bataillon hollandais a été modifié et que les conditions avaient été réunies pour recourir à la force armée. La pièce à conviction D324, c'est une déclaration que Van Duyn a donnée à la commission parlementaire hollandaise dans le cadre de l'enquête sur Srebrenica. Et à la page 4, il évoque justement cet ordre et sa nature. Je cite, « Cet ordre a été émis comme un ordre vert. Cela veut dire qu'il existe une tendance nette vers des hostilités. Nous y avons préparé de la sorte en essayant de recueillir le plus d'équipements possible et des soldats, et ensuite
nous sommes allés prendre des positions. L'ordre était comme suit. Si l'on tire sur nous, il suffit de riposter. Tout d'abord, il s'agissait de tirer au-dessus des têtes des Serbes, et ensuite aussi sur eux directement. Cela faisait partie de l'ordre de combat du capitaine Groen. En réalité, il s'agissait de l'ordre vert qui utilisait les moyens bleus, et ce n'est pas quelque chose que l'on fait d'habitude. Parce que si tu es en train d'exécuter un ordre vert, eh bien, tu dois te camoufler et essayer de mener à bien l'opération de la meilleure façon possible en profitant des éléments de surprise. Il est sûr que ceci ne peut pas être fait en prenant des positions à découvert, en étant parfaitement exposé au casque bleu, sans être abrité. Sur la même page, nous apprenons quelque chose concernant un membre de la commission parlementaire qui a posé la question à Van Dyne. Un mois plus tôt, les bataillons hollandais ont procédé aux exercices justement sur ces positions de blocage. Est-ce que vous-même, vous avez pris part à ces exercices? Van Dyne a répondu ne pas avoir pris part à ces exercices. Autrement dit, les bataillons hollandais étaient tout à fait prêts à prendre le contrôle des positions de blocage au cours d'une période où l'on n'avait même pas planifié d'attaquer l'enclave. Si l'objectif de ces positions de blocage était d'attirer les feux de la VRS, les tirs de la VRS, eh bien, que ce soit exact, vous pouvez le trouver à la page 5. La question de M. Baker. Vous avez pris le contrôle de ces positions à un moment propice. Vous avez déjà dit qu'il fallait le faire en combinant la prise des positions avec l'appui feu. Est-ce que l'objectif de ces positions de blocage était d'attirer les tirs venus des positions des Serbes de Bosnie et donc de obtenir par là même l'appui aérien? Réponse de Van Dyne. Plus tard, j'ai compris qu'il s'agissait d'obtenir cela. À la page 6, Van Dyne répond à une autre question. Je cite, « Au début, nous avons vraiment tiré au-dessus de leur tête. Je ne sais pas exactement quel avait été l'ordre reçu par le capitaine Groen, mais je sais que j'ai donné l'ordre à mes canonniers de tirer directement sur les soldats serbes dès qu'ils les aperçoivent. » Fin de citation. Les agissements du bataillon hollandais sur le terrain étaient tels que d'un côté, ils ont pris part aux activités de combat avec l'armée de Bosnie-Herzégovine et contre les Serbes, et ils faisaient tout pour que les positions de la VRS soient soumises à un bombardement. De l'autre côté, ils voulaient obtenir, et ils ont demandé, la protection de la VRS. Il n'a pas été prouvé en l'espèce que les membres du bataillon hollandais qui craignaient les musulmans, eh bien, qu'ils soient passés du côté de la VRS ou bien qu'ils aient été traités d'une façon incorrecte. Le procureur dit que Tolimir a pris part dans la coordination et dans le contrôle de l'action Krivaya 95. C'est quelque chose qui se trouve au paragraphe 891. Dans la troisième acte d'accusation
modifié. Dans le paragraphe 60, on dit que Tolimir a pris part dans l'entreprise criminelle commune en mettant hors combat les forces militaires de la Force-Pronu, y compris en empêchant le contrôle et la protection internationale de l'enclave de l'extérieur. Et il dit, par les biais de leur contact avec la Force-Pronu, il a aidé à empêcher les forces de la Force-Pronu à agir au cours de l'attaque contre Srebrenica, concrètement en montant à la Force-Pronu et en coordonnant leurs mensonges avec les autres unités subordonnées. Cette affirmation du procureur n'a pas d'appui légal et elle n'est absolument pas exacte, vu qu'il s'agit des contacts que Tolimir avait avec la Force-Pronu dans le cadre de ses missions régulières. Le paragraphe 270 du procureur de son mémoire en clôture dit que Tolimir se trouve dans l'état-major principal dans les commandes du corps de la Drina à Vlasenica. Cette allégation n'est absolument pas fondée. Le procureur fait appel à la pièce à conviction D85 dans laquelle il parle du contenu de son entretien avec le général Nicolai. Tout d'abord, Nicolai avait appelé l'état-major et pas les commandements du corps de la Drina. Et puis les commandements de la Force-Pronu n'avaient pas de liaison avec les corps de la Drina qui se trouvaient à Vlasenica. La pièce à conviction D85 est un document qui vient du commandement du corps de la Drina en date du 9 juillet 1995, qui a été envoyé au commandement du corps de la Drina, au poste de commandement avancé de Pribicevac, en main propre du général Krstić, ainsi qu'au secteur de renseignement et de sécurité de l'état-major à Tolimir. Donc, il semblerait que Tolimir s'envoie à lui-même des documents pour prendre connaissance de leur contenu. Ce n'est absolument pas logique d'en arriver à une telle conclusion. La seule conclusion raisonnable serait que Tolimir a envoyé ce document, ou un document identique, de l'état-major principal, et quelqu'un se trouvant au corps de la Drina, sans doute le général Jivanovic, a ensuite fait suivre le document. Vu que ce télégramme avait été envoyé en ayant une mention très urgente, il semblerait que celui qui l'avait effectivement envoyé n'avait pas de temps et n'éprouvait pas le besoin d'ajouter toutes les informations concernant la provenance du télégramme, etc. Il est important d'ajouter que dans ce document, il est dit clairement, je cite, il faut protéger la Force-Pronu et la population civile, y prêter une attention toute particulière. Fin de citation. Donc Tolimir s'est trouvé à l'état-major principal. Il fait part de sa communication avec la Force-Pronu. Il insiste sur le besoin de protéger la Force-Pronu ainsi que la population civile. En dépit du fait qu'il soit menacé par des frappes aériennes qui avaient été planifiées déjà. Comment le fait-il? Eh bien, c'est quelque chose qui se trouve dans la pièce à conviction D137. Il fallait créer autour de Srebrenica un cercle de la mort qui devait être créé par les bombardiers de l'OTAN.
Tolimir n'a pas menti à la FOPRONU quand il a mis en garde en disant que les musulmans utilisaient les blindés de transport de troupes de la FOPRONU. Vous n'avez qu'à vous rappeler de la déposition du témoin Franken à la page 3456 du compte-rendu d'audience, qui, en répondant à la question « Savez-vous quoi que ce soit ?» au sujet des vérifications éventuelles, vu que l'état-major de la VRS avait mis en garde contre le fait que les musulmans étaient en train d'utiliser 6 blindés de transport de troupes peints en blanc, voici ce qu'il répond. Franken, je veux dire. Je sais qu'à peu près au mois d'avril, se répond l'interprète, j'ai reçu un rapport d'un des postes d'observation. Il nous a informé que 2 blindés de transport de troupes de type 60 à 8 roues, peints en blanc, sont arrivés du sud et sont entrés dans l'enclave à grande vitesse, à une très grande vitesse. Nous avons essayé de les attraper, ou au moins on a essayé d'affirmer qu'ils étaient bel et bien là-bas, mais on n'a plus jamais réussi à les retrouver après cela. Et au cours de l'attaque, nous n'avons pas vu qu'ils les ont utilisés. Fin de citation. À la page 3459, ligne 16 à 19, Franken a dit ce qui suit. Dans le rapport logistique, il a vu que les Ukrainiens à Jepa avaient fait état de la disparition des 6 blindés de transport de troupes. Que ces blindés de transport de troupes ont été utilisés a été confirmé dans la pièce à conviction P1225 du 13 juillet 1995. Dans le point 7 de ce document, la page 3, on dit « Se tenir prêt pour agir sur les blindés des transports de troupes qui ont été volés par l'armée musulmane de la FOPRONU et qu'elle utilise contre nos forces. » Fin de citation. Dans le paragraphe 893 du mémoire en clôture, le procureur dit que Tolimir a menti à la FOPRONU, qui essaie de gagner du temps, qui les a manipulés pour faciliter la prise du contrôle de l'enclave par l'armée de la République Srpska et pour faciliter les transferts par la force de la population. Fin de citation. Le procureur dit aussi que les agissements de Tolimir ont neutralisé, et ceci dans une phase cruciale de l'opération de Srebrenica, les agissements de la FOPRONU, de sorte que la FOPRONU n'a pas réussi à bloquer ou s'opposer à l'attaque de la VRS et ainsi défendre l'enclave. Le général Nicolai et le général Janvier, et M. Tolimir avaient une liaison téléphonique avec eux. Ils ne prenaient pas leurs décisions sur la base de ce que leur disait Tolimir, mais sur la base de leurs propres informations, des informations reçues du bataillon hollandais et conformément à leurs objectifs. Au cours de cette période, Tolimir était en train de s'acquitter de ses devoirs quotidiens habituels en répondant aux demandes de la FOPRONU au cours d'une opération au cours de laquelle la FOPRONU, depuis le tout début de l'opération, s'est rangée du côté de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Ceci avait été planifié à l'avance d'ailleurs, lors de la réunion avec Karamans et les représentants de l'armée de Bosnie-Herzégovine. La FOPRONU a coordonné ses activités avec l'armée de Bosnie-Herzégovine en utilisant toutes ses armes
contre l'armée de la République Srpska, et ceci le 9, le 10 et le 11 juillet, y compris les frappes aériennes du 11 juillet 1995. L'objectif de l'attaque sur l'enclave n'était pas la population civile ou la force pronnue. Et ceci découle de plusieurs documents envoyés par Tolimir pendant la période pertinente. Et en ce qui concerne l'attaque contre l'enclave, qui avait pour l'objet sa démilitarisation, ainsi que le combat contre des groupes terroristes armés qui menaient à bien des activités de sabotage et de terrorisme à partir de l'enclave, eh bien, ceci représentait une cible militaire légitime. Le procureur n'a aucune preuve qui attribuerait à Tolimir c'est qu'on lui impute, à savoir qu'il agissait contre la population civile. Au contraire, il a donné des ordres de façon régulière demandant qu'on n'attaque pas la force pronnue ou la population civile. La participation de Tolimir dans l'attaque contre Srebrenica ne peut pas être interprétée comme une attaque qui visait la population civile. Ces agissements, ces négociations avec la force pronnue, quand il informe la force pronnue des informations reçues du terrain, il a pris des mesures pour enlever les corps, et ce ne sont pas les actes que l'on peut lui imputer. Le procureur, dans le paragraphe 60b, accuse Tolimir d'avoir pris part dans l'armement des forces. Une fois, les interprètes vous demandent de ralentir. Vous devriez répéter votre dernière phrase qui commence par les termes au paragraphe 60b de l'acte d'accusation. Je disais, au paragraphe 60b de l'acte d'accusation, on reproche à Tolimir, l'accusation reproche à Tolimir sa participation à la mise en échec militaire des forces musulmanes. Et ce, de façon à le voir avoir contacté le poste de commandement avancé du corps de la Drina avec le président de la République Srpska Radovan Karadžić concernant les opérations de combat autour de Srebrenica et concernant cette décision de la prise de Srebrenica. Cette accusation se trouve être dénuée de fondement et ne peut pas être considérée comme étant une contribution, quelle qu'elle soit, à la prétendue expulsion forcée de la population de Srebrenica. Car la pièce à conviction des 41, qui est un document émanant de Tolimir daté du 9 juillet 1995, se trouve être claire du point de vue du fait d'affirmer que l'objectif poursuivi par l'attaque n'était pas la population musulmane civile, pas plus que la force pronnue. Ce document dit interdire la mise à feu des bâtiments d'habitation. Et pour ce qui est de la population civile et des prisonniers de guerre, il convient de se conformer aux conventions de Genève datant du 12 août 1949. Fin de citation. Le texte de cette instruction est donc clair. Le procureur considère l'évacuation de la population de Srebrenica comme étant un acte contraire à la législation. Il estime qu'il s'agit d'un déplacement forcé de la population. La décision relative à l'évacuation de la population civile n'a pas été prise par Tolimir. Ça n'a pas été non plus une décision de l'état-major principal de la VRS,
pas plus que celle des instances ou autorités civiles de la Republika Srpska. C'est une décision qui a été prise au niveau des Nations Unies, ainsi que par les autorités de Srebrenica même. Quelle avait été la position adoptée par la Republika Srpska vis-à-vis de la population civile à Srebrenica? C'est démontré par la pièce à conviction D41. Il s'agit d'un document émanant de Tolimir qui dit qu'il convient de se comporter à l'égard des civils conformément aux conventions de Genève, ainsi que ce que nous montre la pièce à conviction P23, à savoir la décision portant nomination d'un commissaire civil pour la municipalité de Srebrenica datant du 11 juillet 1995, où le paragraphe 4 dit ce qui suit. Je cite, « Ce commissaire doit assurer que les autorités civiles et militaires, pour ce qui est des citoyens qui ont participé au combat contre la VRS, soient considérés comme étant des prisonniers de guerre, tandis que la population civile se doit de bénéficier d'un libre choix du lieu de résidence et de déménagement. » Alors, qui a planifié l'évacuation de la population de Srebrenica? Cela nous est montré par la pièce à conviction D174, un document daté du 11 juillet 1995. Il s'agit d'un télégramme que Annan envoie à Akashi, en faisant état de la politique des Nations Unies vis-à-vis de l'enclave de Srebrenica. Et il s'agit là, il est question là d'une évacuation complète de Srebrenica. Au point 2b de ce document, il est dit entre autres. Je cite, « L'UNHCR informe du fait que 80-90% de la population de Srebrenica, entre parenthèses, la population totale compte environ 40 000 personnes, se compose de personnes déplacées qui ont fui des activités de combat au tout début de la guerre. Ce qui fait qu'ils ne sont pas liés à des maisons ou à des biens au sein de l'enclave, et ils seront probablement intéressés par un départ en direction de Tuzla. L'un des employés locaux de l'UNHCR à Srebrenica a fait savoir aujourd'hui que la quasi-totalité des personnes voulaient quitter l'enclave. Fin de citation. Et un peu plus loin, il est dit, je cite à nouveau, « Suite à des consultations avec le gouvernement bosnien et aux fins d'éviter la poursuite d'une catastrophe humanitaire, il sera demandé aux Serbes de Bosnie d'autoriser la totalité des habitants, y compris la totalité des hommes, un départ vers Tuzla au cas où ils le souhaiteraient. Les Hollandais recevront des instructions pour rester dans l'enclave de Srebrenica tant qu'il n'aura pas été concerté avec les autorités des Serbes de Bosnie et organiser un départ de ces gens-là de l'enclave. Dans une variante idéale, l'enclave conservera un nombre important de membres en armes de la Force-Pronu, au moins tant que ceux qui souhaitent quitter l'enclave ne sont pas partis. Cette option devra être coordonnée avec le souhait du gouvernement néerlandais pour ce qui concerne une évacuation aussi rapide que possible de ces effectifs de Srebrenica. Au point 3 du document en question, il est dit, je cite, « La Force-Pronu entamera immédiatement des négociations avec les Serbes de Bosnie. Premièrement, concernant l'acheminement de fournitures alimentaires et sanitaires à l'intention de la population de Srebrenica. Et deuxièmement, portant sur un départ sûr et rapide de tous ces gens-là de Srebrenica vers Tuzla, y compris les hommes aptes à combattre, à commencer par une évacuation urgente des blessés. Il s'agira là d'une opération logistique de grande envergure qui éventuellement pourrait commencer dès le 13 juillet. Cette politique
de la Fort Pronu se trouve être mise en œuvre par les membres du bataillon néerlandais. En effet, Carremans, à la première réunion à l'hôtel Fontana à Bratunat, l'hôtel Fontana a transmis au général Mladic, et Carremans dit bien que c'est une sollicitation de la part du commandement de la Fort Pronu pour faire en sorte que les gens sortent de là, à savoir que l'on fasse en sorte que des autocars leur permettent de quitter l'enclave. Pièce à conviction P1008, pages 16 et 17, en version serbe, et pages 19 et 20, 26 et 27 de la version anglaise. Le président, nous n'entendons pas. Nous ne recevons pas la traduction anglaise pour le moment. Les interprètes s'excusent, nous ne pouvons pas suivre toutes les références. La dernière partie de la phrase « Monsieur Tolémir », tel que cela a été consigné au compte-rendu d'audience, ils attendaient l'arrivée des bus. Could you please repeat? Veuillez répéter le numéro du document, s'il vous plaît. Document que vous citez, de façon à ce que ce dernier puisse être affiché à l'écran. Cette politique de la Fort Pronu a été mise en œuvre par les membres du bataillon néerlandais. En effet, Carremans, à l'occasion d'une première réunion. Mr. Tolémir. Le président, Monsieur Tolémir, je vous ai demandé de nous donner le numéro de référence, le numéro du document, de façon à ce que ces derniers puissent être affichés à l'écran, pour que ceci soit utile aux interprètes. 08. Pages 16 et 17 en serbe et pages 19 à 21 ainsi que 26 à 27 en anglais. Thank you. Et en page 20 du compte-rendu de cette réunion, il est dit, je cite, « Ce que m'a demandé le général Nicolai, et lui, il a reçu des ordres du général Janvier à Sarajevo, et il lui est demandé, au nom de la population, de faire stopper ce qui se passait au fil des 6 journées écoulées. Nous souhaiterions tous que le statu quo soit maintenu au niveau de la situation, puis de faire en sorte que l'enclave soit abandonnée. C'est ce qui est demandé au nom de la population civile. Ça, ce sont les propos de M. Carremans. En d'autres termes, on ne peut pas attribuer à la VRS un déplacement forcé de la population, étant donné que l'évacuation des civils a été réalisée suite à une demande de la Fort Pronu et de la population civile dans l'enclave. Et en même temps, le bataillon néerlandais a demandé lui aussi à quitter au plus vite l'enclave. Et le général Mladic, lui, n'a pas voulu l'accepter tant qu'il n'aura pas entendu les propos des représentants de la population civile. Et il a demandé 2 réunions avec ces représentants-là. Alors, le 12, pas plus que le 13 juillet, pas plus qu'après ces dates-là, Tolémir ne s'est pas trouvé dans Srebrenica même. Mais l'accusation, dans son paragraphe 354, affirme, je cite, « Les officiers du renseignement de tous les niveaux au sein de la VRS, depuis l'état-major principal et en dessous, sont engagés sous le commandement de Tolémir pour surveiller, coordonner et réaliser l'opération de déplacement forcé. » Fin de citation. Cette formulation est tout à fait non infondée et spéculative. D'abord, il n'y a pas un seul officier ou soldat de la VRS ou du ministère de l'Intérieur qui s'était trouvé sous le commandement de Tolémir.
pas plus que Tolimir ne pouvait leur donner des ordres. S'agissant des activités de combat, tous les individus sont censés agir conformément aux ordres du commandant de l'opération, et non pas conformément à des propositions qui émaneraient de Tolimir. Les officiers qui étaient présents dans Potocari et Srebrenica étaient placés sous le commandement direct du commandant des opérations et ne pouvaient pas recevoir et ne recevaient pas d'ordre de Tolimir. À l'époque, Jankovic était resubordonné au commandement du corps de la Drina et avait servi d'officier de liaison avec la Force Pronu. Le témoin de l'accusation, le colonel Salapura, en témoignant à ce procès le 3 mai 2011, en page 13578 du compte-rendu, dit que Radoslav Jankovic avait été resubordonné entre le 11 et le 19 au commandement du corps de la Drina. Par conséquent, tout ce qu'il a fait, il l'a fait sous les ordres, la direction et le contrôle du corps de la Drina, et non pas de Tolimir. Si Tolimir avait commandé et contrôlé Jankovic, comme l'indiquent les propos de l'accusation concernant un courrier d'A. Jankovic, pièce à conviction P626, je dirais ce qui suit. Tout d'abord, dans cette pièce à conviction, il n'y a pas d'informations partant desquelles Tolimir serait censé avoir des informations, quelles qu'elles soient, au sujet d'un délit pénal commis pendant l'évacuation. Au contraire, dans son rapport, Jankovic a rédigé, entre autres, ce qui suit. Je cite. « Je pense que si, de la façon analogue, nous voulons maîtriser les enclaves de Jepa et Goražde, il faut que nous présentions médiatiquement parlant l'action à Srebrenica, l'opération de Srebrenica, de façon à ce que l'on puisse voir le traitement approprié réservé par nos soins à l'intention de la population et même aux combattants qui ont rendu leurs armes. » Fin de citation. Il peut être tiré de tout ceci une seule conclusion raisonnable. Jankovic n'a aucun renseignement concernant un plan, quel qu'il soit, de meurtre ou d'assassinat. S'il y avait un planning consistant à faire exécuter ceux qui étaient aptes à combattre, comment pourrait-on parler d'une présentation médiatique relative à un traitement favorable réservé à ces gens-là? Au paragraphe 894, le procureur présente une allégation au terme de laquelle Tolimir aurait surveillé, orienté, dirigé ses subordonnés, y compris Jankovic, Popovic et Momir Nikolic, tout comme la police militaire de la brigade de Bratunac et du corps de la Drina, pendant que eux géraient l'évacuation forcée de la population de Potocari aux dates du 12 et 13 juillet. Suite à quoi il aurait été complètement au courant de l'illégalité de ces activités. Alors, cette allégation de l'accusation se trouve être totalement dénuée de fondement. D'abord, où Tolimir se trouvait-il le 12 et 13 juillet? Est-ce que Tolimir a participé aux réunions à l'hôtel Fontana ou à l'une quelconque des autres opérations qui seraient liées à Srebrenica? Tolimir a informé le commandant des opérations et les autorités chargées de la sécurité au sein du corps de ce qu'il avait eu à savoir au sujet des activités déployées par l'ennemi, conformément aux règles de guerre dont il sera question quelque peu plus tard, et ce en guise de réponse au chef d'accusation relatif à la prétendue entreprise criminelle commune consistant à exécuter les hommes aptes à combattre originaires de Srebrenica. Pas un seul des officiers de la VRS qui se trouvait être présent dans Srebrenica
n'avait pas été placé sous le commandement à Tolimir. Pas plus que Tolimir n'avait pu contrôler leurs activités et il ne les avait pas contrôlés du reste. Cela relevait des compétences des commandants de ces officiers et des commandants de l'opération, du moins ceux qui avaient pris part à celle-ci. Étant donné que Tolimir ne s'est pas trouvé à Srebrenica ni le 12 ni le 13 juillet, de même qu'il n'a pas pris part à ces activités d'évacuation de la population de Srebrenica, comme l'avaient demandé les représentants officiels des Nations Unies, signifie que Tolimir ne peut pas être considéré responsable de la du prétendu déplacement forcé de la population, pas plus que des exécutions sur le site qui sont énoncées dans l'acte d'accusation par le procureur. Le procureur présente aussi toute une série d'accusations dénuées de fondement contre Tolimir au sujet des événements dans le secteur de Jepa en juillet 1995. Au paragraphe 60D de l'acte d'accusation, le procureur indique que Tolimir a, je cite, participé aux négociations avec les représentants des musulmans à Jepa et leur a proposé de choisir entre une évacuation et une opération militaire de la VRS. Cette allégation est tout à fait erronée. Au paragraphe 895 de son mémoire en clôture, le bureau du procureur présente une allégation au terme de laquelle Tolimir aurait, entre guillemets, formulé un ultimatum illicite qui consistait à faire en sorte que, entre guillemets, la population doivent quitter l'enclave ou faire face à une opération militaire. Fin de fermer les guillemets. Chose que le procureur qualifie comme étant un acte d'exécution d'un délit pénal consistant à déplacer par la force des gens. La réunion qui a été présentée de cette manière-là par le procureur fait l'objet de plusieurs pièces à conviction. Premièrement, la pièce P491, c'est un rapport de Tolimir du 13 juillet, un rapport à l'issue de la réunion en question. Il y est dit comme suit, je cite, « En date du 13 juillet 1995 à 12 heures, nous avons établi un contact avec Hamdia Torlak, le président du conseil exécutif de JEPA, et avec Mujo Omanovic, membre de la présidence de guerre, portant sur la démilitarisation de l'enclave et la liberté de circulation de la population civile conformément aux conventions de Genève du 12 août 1995. Dans ce document, on ne trouve pas une seule mention de la contrainte qui aurait été employée vis-à-vis de la population civile pour forcer les civils à quitter l'enclave. Lors de cette réunion, nous constatons qu'il y a présence du commandant du bataillon ukrainien de JEPA et dans un document de la Fortpronu, pièce à conviction de l'accusation P596, mémorandum du 13 juillet 1995, dont l'auteur est Louis Fortin, au paragraphe 8, on lit comme suit. Le commandant de la brigade de Rogatitsa, accompagné du général Tolimir et des représentants locaux, a organisé une réunion au poste de commandement 2
du bataillon ukrainien, aujourd'hui à 12 heures. Les Serbes ont exigé que les Bosniens de Jepa rendent leurs armes et que par la suite, la population civile reste ou parte, qu'elle choisisse. Et au paragraphe 9, la dernière phrase, je cite encore, « Les Serbes souhaitent s'emparer de cette poche sans combat, si cela est possible. » Fin de citation. Autrement dit, cet ultimatum ne portait pas sur un déplacement forcé de la population civile. Il a été démontré en l'espèce qu'il y avait beaucoup de civils à Jepa, des civils qui souhaitaient quitter l'enclave. À titre d'exemple, la plupart de la population était composée de personnes déplacées qui souhaitaient quitter l'enclave parce que d'autres membres de leur famille avaient déjà été placés ailleurs, dans d'autres secteurs, ou bien souhaitaient se rendre dans des pays tiers. Dans le cadre de ces négociations, Tolimir informe, et je cite pour preuve la pièce à conviction P491. Je le cite. Nous leur avons fourni des garanties pour procéder à l'évacuation de l'ensemble de la population civile et de la population apte à combattre qui aura rendu les armes, ainsi que toutes les garanties de sécurité pour la population civile qui décide de reconnaître les autorités de la Républika Srpska et de rester sur le territoire de la Républika Srpska. Fin de citation. Donc, il ne s'agit pas d'expulser la population, il ne s'agit pas de persécution, il s'agit de la population valide qui aura rendu les armes. Donc, il s'agit des membres de la soi-disant armée de Bosnie-Herzégovine qui peuvent partir aussi s'ils le souhaitent de l'enclave. Donc, il est mis en exergue que toutes les garanties de la sécurité seront fournies et on agit conformément à l'accord portant sur démilitarisation de Srebrenica de 93 qui a été confirmé par l'accord sur la cessation générale des hostilités du 31 décembre 1994. Donc, si l'on s'appuie sur le document P145, où Tolimir informe que les contacts prévus n'ont pas été établis, où il fait valoir que les musulmans souhaitent, et là je cite, souhaitent obtenir le soutien la majorité de la population, donc l'appui de la majorité de la population pour la décision déjà prise portant donc sur le départ. Donc ils ont informé la plus grande partie de la population et des militaires que tous auront la possibilité de choisir entre rester ou partir, donc rester dans le secteur de Jepa s'ils rendent leurs armes et s'ils reconnaissent les autorités serbes. Fin de citation. Et une partie des musulmans aisés ont fait état du fait qu'ils souhaiteraient quitter avec leurs biens meubles vers la République fédérale de Yougoslavie ou dans des pays tiers et qu'ils souhaitaient éviter d'être enrôlés dans les rangs de la soi-disant ABIH. Alors, par le truchement de la Force-Pronu, nous avons informé la direction de Jepa que ce processus de départ et de reddition d'armes doit être amorcé à 9 h du matin le 15 juillet 1995. S'ils renoncent à partir, et compte tenu des conditions qui ont été présentées et proposées, eh bien, nous avons l'intention de lancer des opérations de combat. Fin de citation. Donc, il ne s'agit pas de chasser la population, il s'agit de démilitariser l'enclave, parce qu'il s'agit d'évacuer ceux qui doivent rendre leurs armes. Il ne s'agit pas du tout de transfert forcé de la population civile. Donc, le chef d'accusation
qui fait l'objet du paragraphe 60 du troisième acte d'accusation modifié, est entièrement dénué de fondement. L'objectif de l'attaque sur GEPA n'était pas de s'en prendre à la population civile, ce qui ressort de la pièce à conviction P1225, ce que j'interprète. Document du général Kirstich en date du 13 juillet 1995, intitulé « Ordre d'attaque sur l'enclave de GEPA ». Au point 9c de cet ordre, et il est dit comme suit, je cite, « La population musulmane et la force prônée ne constituent pas la cible de nos forces. Il s'agit de les rassembler et d'assurer leur sécurité en leur fournissant une garde. Et il s'agit aussi de briser et de détruire les groupes musulmans armés. » Fin de citation. Cet ordre ainsi que des ordres similaires ne sont pas des ordres purement formels. Si on les donne, c'est pour qu'ils soient exécutés. Tout comme à Srebrenica, à GEPA, on prétendait que la zone était démilitarisée, alors que c'était mensonger parce que c'était simplement un mensonge largement utilisé par les musulmans, comme cela figure dans le rapport de Viktor Bezrutchenko et dans le rapport sur la chute de la GEPA, pièce D55, paragraphe 65. Dans les rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine, on s'attendait à ce que GEPA attire l'attention des médias sur le plan international et la direction chargée du moral des troupes de l'état-major général de l'armée de Bosnie-Herzégovine travaillait sur une opération psychologique liée à GEPA. La stratégie de l'ABIH était de nier la présence des unités de l'ABIH à GEPA, à Srebrenica et à Goražde, d'attribuer les opérations militaires à la population sans armes et de ne reconnaître aucun pourparler sur l'évacuation. Fin de citation. Pièce D55, paragraphe 65. Je précise, cela n'a pas été consigné au compte-rendu d'audience. Chute de la GEPA. Donc, je continue. Cependant, quelle est la réalité de la situation? Nous avons toute une série de documents versés au dossier de l'espèce qui nous le montrent, et je n'en citerai que quelques-uns. En date du 14 juillet 1995, la présidence de guerre de GEPA a décidé de lancer une mobilisation générale. Il s'agit de la pièce D349. Tous les moyens disponibles et les hommes, par cette décision, se trouvent mobilisés à des fins militaires. Le général Petar Škrbić, en répondant à une question posée par le juge Mindoua, a répondu, et je cite, « Il est dit ici exactement que tous ceux qui sont valides doivent être mis à la disposition des brigades. Sans qu'il y ait d'autres conditions de poser, ils deviennent membres des brigades. Ils reçoivent des armes, ils ne relèvent plus de l'obligation de travail et ils deviennent par cela des membres à part entière des brigades. » Fin de citation. C'est un document important, entre autres parce que cette mobilisation générale telle qu'elle a été proclamée à GEPA est très intéressante du moment que tous ceux qui sont valides et qui sont membres de l'armée, en cas de capture, bénéficient du statut de prisonnier de guerre. Et sur l'évacuation de GEPA, Alija Izetbegović, président de la Fédération Bosnie-Herzégovine, a eu des entretiens avec le général Smith.
Et je citerai à cet effet le document D363. C'est une correspondance qui vient d'Alija Izetbegović, donc destinée, adressée au général Delić, où il dit, et je cite, « Je viens de terminer un entretien avec le général Smith. Je pourrais peut-être obtenir l'évacuation des femmes, des enfants et des personnes âgées de JEPA par le truchement de la Fort Pronu. » Et au point 4, il est dit, je cite, « Un plan d'évacuation de la population de JEPA a été constitué ici. Si ce qui est prévu au point 1 et 2 n'était pas faisable, je te l'envoie. » Fin de citation. Pièce jointe à cette lettre, le plan d'évacuation de la population de JEPA. Et il est clairement dit dans ce plan qu'il est proposé sur la base d'un message adressé par la population de JEPA en date du 16 juillet 1995 et sur la base de l'information du commandant des forces armées de JEPA en date du 17 juillet. Et que c'est sur la base de ces documents-là que des entretiens ont eu lieu avec Alija Izetbegović les 17 et 18 juillet 1995. La proposition qui fait l'objet de ce document au point 2 est la suivante. Page 3 dans le prétoire électronique. Je cite. Que l'on procède d'une manière organisée et la plus urgente à l'évacuation de l'ensemble de la population de JEPA dans des groupes et que l'on le fasse de la manière la plus rapide qui soit, si possible sur le champ. Autrement dit, sur la base de l'appréciation de la situation sur le terrain, afin que cette opération soit menée de la manière la plus sûre possible. C'est l'armée de Bosnie-Herzégovine qui est censée se charger de la sécurité des colonnes de population. Je continue la citation. La partie de la population qui n'est pas apte à être évacuée à pied pour des raisons de santé ou d'autres doit être prise en charge dans la base de la Fort Pronu de JEPA. Et sur la base des listes dressées comportant les noms de ces individus, procéder à l'évacuation grâce à l'aide de la Croix-Rouge internationale, l'aide du HCR et d'autres institutions internationales. Leur évacuation s'entend vers les territoires libres. Ces individus doivent être placés sur le champ à la base de la Fort Pronu de JEPA et les membres de la Fort Pronu doivent être informés du fait que l'unité qui sera la dernière à quitter le territoire de JEPA agira dans le cadre de l'ensemble du plan d'évacuation. Fin de citation. L'interprète signale que la dernière phrase n'est pas tout à fait claire. That was the end of the... Nous sommes donc à la fin de la citation, donc le plan d'évacuation entier. Monsieur Tolimir, je pense que le moment est venu de faire la deuxième pause. Je ne sais pas de combien de temps vous souhaitez encore disposer avant de terminer votre plaidoirie, mais il se trouve que vous avez encore 1 heure à votre disposition. Donc 3/4 d'heure aujourd'hui et 1/4 d'heure demain.
Donc, j'aimerais vous inviter à vous intéresser maintenant aux aspects essentiels en l'espèce pendant cette heure qui vous reste. Car comme vous le savez, cela avait été décidé en février, vous avez comme l'accusation une journée donc pour présenter votre plaidoirie. J'aimerais savoir si vous serez en mesure de terminer votre plaidoirie en cette heure. C'est la question que je souhaiterais vous poser. J'ai une autre question que je souhaiterais poser à M. McCloskey. Ainsi, nous saurons quelles mesures prendre. Êtes-vous en mesure de nous dire maintenant, M. McCloskey, si vous souhaiterez disposer d'un temps supplémentaire pour votre réplique? M. McCloskey, oui. Bonjour à tout le monde et bonjour, Madame, Messieurs les juges. Oui, tout à fait. Nous souhaiterions pouvoir disposer d'un certain temps pour notre réplique. Je ne sais pas si nous allons utiliser les 30 minutes imparties, mais nous avons déjà repéré certains éléments. Le président, donc, il est maintenant tout à fait évident que nous siégerons demain. Nous entendrons la fin de la plaidoirie de M. Tolimir et nous entendrons donc la réplique de l'accusation et peut-être une duplique de la part de M. Tolimir. Nous allons donc maintenant faire la deuxième pause. Premièrement, M. Tolimir, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire, avant que nous ne fassions la pause, si vous serez en mesure de terminer votre plaidoirie? Merci, Monsieur le Président. Il me reste 24 pages. Moi et mon conseiller juridique essaierons de réduire ce volume. Donc, si nous ne pouvons pas tout présenter, je ne sais pas. Merci. In preparing for your Lorsque vous avez préparé cette plaidoirie, vous auriez dû réfléchir à la durée de votre plaidoirie, au rythme de la présentation de cette plaidoirie et aux autres aspects de la plaidoirie, car c'est quelque chose que vous savez depuis le mois de février 2012 et nous vous avons rappelé cela hier au début de l'audience, que tout comme l'accusation, vous disposerez d'une journée et c'est tout. Maître Gaich. Maître Gaich, Monsieur le Président, excusez-moi juste pour réagir rapidement. Lorsque nous avons préparé cette présentation orale, le nombre de mots correspond à peu près à celui qui a été prononcé par le réquisitoire du procureur. Donc c'est ce que j'ai utilisé pendant ou plutôt pendant les propos liminaires, ce que j'interprète. Donc, c'est sur ça que je me suis basée pour préparer notre intervention. Sa longueur, sa teneur. Donc, c'est même plus court que ce qui a été prononcé en l'espace d'une journée par le procureur. Malheureusement, maintenant, nous avançons à un rythme bien plus lent. Donc, s'il nous reste encore une quinzaine ou vingtaine de minutes à présenter, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, faire preuve de tolérance à notre égard? Je répète qu'il est absolument nécessaire de préparer une plaidoirie dont la durée doit être raisonnable. Monsieur Tolimir, vous avez indiqué que votre assistant juridique vous aidera pour voir si vous pouvez terminer dans le cadre du temps qui vous a été imparti. Nous reprendrons à 18h15.